Il y a des pertes qui ne viennent pas de la mort. Elles viennent des personnes même que l'on considère comme sa famille. Judith Mercer avait passé presque toute sa vie à construire un foyer. Elle avait élevé des enfants et croyait qu'elle vieillirait dans cette tranquillité. Mais quelques semaines seulement après que son mari est tombé malade, tout a commencé à lui échapper, un par un. La propriété, le droit de décider et même sa place au sein de sa propre famille. La seule chose qui lui restait était un vieux terrain que son père lui avait laissé. Un endroit qui, pensait-elle, n'avait aucune valeur. Un atelier où elle n'avait jamais eu le droit d'entrer pendant son enfance. Personne ne le savait. Cet endroit même qui avait été oublié était celui qui préservait la chose la plus importante. Pas seulement des biens, mais la réponse à toute une vie de silence. Et tout a commencé un matin qui semblait tout à fait ordinaire. Walter Mercer a eu un accident vasculaire cérébral un jeudi matin de fin septembre. C'était dans l'allée entre deux rangées de pots de peinture et d'outils électriques, dans le magasin de bricolage où il avait travaillé pendant 30 ans. Celui qui l'a trouvé était un nouveau livreur. Il ne travaillait là que depuis 2 semaines. Le jeune homme a couru sur le parking pour appeler Daniel. Pendant ce temps, Judith a appris la nouvelle par téléphone. Elle triait une pile de vieux livres dans la salle de lecture du lycée où elle avait pris sa retraite moins d'1 an plus tôt. Le médecin a dit que Walter avait eu de la chance. L'accident vasculaire cérébral ne lui a pas coûté la vie. Il ne lui a pas non plus totalement enlevé la capacité de parler ou de marcher. Mais il lui a pris la chose même qui avait toujours maintenu cette famille dans un ordre familier. La présence d'un homme que les autres avaient l'habitude d'attendre avant de décider quoi que ce soit. À partir de ce moment, les choses ont commencé à changer, petit à petit. Daniel a commencé à venir plus souvent à l'hôpital. Il parlait au médecin, tenait le dossier épais et répondait pour son père de plus en plus vite. Hélène passait chaque après-midi avec du café chaud et une douce odeur de parfum. Elle s'asseyait au pied du lit, faisait défiler son téléphone, puis glissait des commentaires. Des choses comme « Maman, ne t'inquiète pas, Daniel peut tout gérer » ou bien « Pour l'instant, laisse-le s'en occuper », dit proprement. Judith ne s'y est pas opposée. Durant les premiers jours, elle était vraiment trop épuisée pour protester. Elle se réveillait à 5 heures du matin, conduisait jusqu'à l'hôpital, s'asseyait près du lit de Walter. Elle écoutait le bip régulier du moniteur cardiaque. Puis elle rentrait à la maison pour faire la lessive, répondre à quelques appels de connaissances et triait la pile de courriers et de factures sur la table de la cuisine. Le soir, elle mangeait un bol de soupe rapide en regardant des informations qui ne rentraient pas. Puis elle s'endormait sur le canapé, ses lunettes de lecture encore sur le nez. C'est pendant ces semaines épuisantes que les papiers ont commencé à apparaître. D'abord, c'était une procuration temporaire, pour que Daniel puisse gérer les comptes du magasin pendant que Walter se remettait. Après ça, sont venus les papiers transférant le pouvoir de signer les chèques. Puis sont arrivées les feuilles que Daniel posait devant sa mère, avec la voix calme de quelqu'un qui explique une chose nécessaire à un enfant. « Maman, signe ici pour moi. C'est juste pour payer l'assurance, celui-ci aussi. Comme ça, ce sera plus facile pour moi de traiter avec la banque. Et celui-là, ce n'est rien d'important, juste pour officialiser les papiers. » Judith a posé quelques questions et Daniel a répondu juste assez pour qu'elle n'en pose pas plus. Ou peut-être n'avait-elle plus la force de continuer à demander jusqu'au bout. Walter est rentré à la maison début novembre. Il marchait lentement, sa main gauche encore faible. Sa bouche était légèrement de travers quand il parlait trop vite. À partir de ce moment, le magasin était presque entièrement entre les mains de Daniel. Walter s'asseyait dans le fauteuil du salon plus souvent que dans le petit bureau derrière la caisse. Il regardait les informations, somnolait et demandait parfois comment s'étaient passées les ventes de la semaine. Daniel répondait toujours brièvement et fermement, puis partait en voiture avant le dîner. Et Judith a progressivement commencé à remarquer des petits changements dans sa propre maison. Le chéquier commun n'était plus dans le tiroir de la cuisine. Sa carte de crédit a été refusée une fois au supermarché parce que le système était en cours de mise à jour. La berline qu'elle avait toujours conduite pour aller à l'église, à la bibliothèque et à l'épicerie, Daniel a soudainement suggéré gentiment de la garder au garage par sécurité. Parce que le temps allait changer de saison et que les routes glissantes n'étaient plus adaptées à une personne âgée. Judith a entendu cette phrase un soir froid de début d'hiver. Toute la famille dînait chez Daniel. La table de la salle à manger était longue.
Sa surface en bois sombre était si bien polie que l'assiette faisait un léger tintement quand on la posait. Hélène était assise à droite, coupant le poulet en morceaux de taille égale. La fille de Daniel était dans la pièce d'à côté. Le son d'un dessin animé flottait dans l'air, puis s'estompait quand Heather fermait la porte. Daniel a posé sa fourchette le premier. Ce geste signifiait toujours qu'il voulait parler sérieusement. Maman, il a commencé en regardant droit devant lui, bien que sa voix soit restée douce. Je pense qu'il est temps de commencer à tout réorganiser de manière plus raisonnable. Judith a levé les yeux de son bol de purée de pommes de terre. Réorganiser quoi? La maison? L'argent? S'occuper de papa? Et tes voyages? Walter était assis en bout de table, les deux mains sur ses genoux, les yeux baissés sur sa serviette. Judith a attendu qu'il dise quelque chose. Il n'a rien dit. Daniel a continué. La maison actuelle est trop grande. Les coûts d'entretien sont élevés. Les escaliers ne sont pas non plus sûrs pour papa en ce moment. Heather et moi en avons déjà discuté. Pour le moment, vous devriez emménager chez moi pour un temps, papa et toi. Judith a posé sa cuillère. Pour combien de temps? C'est pour un temps, soit ma merde. Jusqu'à ce que tout se calme. Et notre maison, qu'est-ce qu'on en fait? Hélène a pris la parole d'un ton léger, comme pour aider. Nous pensons qu'elle devrait être louée ou vendue si nécessaire. Pas tout de suite, mais nous devons nous préparer à l'avance. Judith s'est tournée vers son mari. Walter. Il a levé la tête, mal à l'aise, comme quelqu'un qu'on interroge en classe. Daniel s'y connaît mieux que moi pour ces choses-là. Cette réponse était courte, presque inoffensive, mais elle a rendu la pièce plus froide. Daniel a sorti une pile de papier de la mallette en cuir à ses pieds. Il y a encore une chose. Grand-père Elias a laissé la vieille ferme dans le Missouri. Cet endroit est à ton nom. Les impôts fonciers de ces dernières années ont à peine été payés, et la maison doit être en très mauvais état maintenant. Si tu aimes les endroits calmes, tu pourrais y rester un moment. Je pense que l'air de la campagne serait meilleur pour toi. Il a fallu quelques secondes à Judith pour bien comprendre ce qu'il venait de dire. Tu veux que je quitte ma propre maison? A-t-elle dit. Daniel ne l'a pas nié. Je veux que tu séjournes dans un endroit plus adapté. Heather a apporté une assiette de pain à table à ce moment précis, comme s'il ne s'agissait que d'un dîner de famille ordinaire. Elaine évitait de regarder sa mère directement. Walter restait immobile. Judith a soudain réalisé que tout avait déjà été discuté à l'avance. Elle était la seule personne arrivée en retard à l'histoire de sa propre vie. « Et l'argent sur le compte ?» a-t-elle demandé. Daniel a répondu immédiatement. « Je l'ai regroupé sur un compte de gestion pour payer les factures de l'hôpital, l'assurance, les réparations et les dépenses générales. Tout est transparent. Ta voiture, Hélène l'utilisera pour un temps. Son travail implique beaucoup de déplacements. » Judith est restée immobile très longtemps. Elle a entendu l'horloge murale de la salle à manger faire un son sec. Dehors, par la fenêtre, les dernières feuilles de la saison balayaient de la cour en pierre, une courte vague bruissante. La vieille ferme du Missouri est apparue dans son esprit, comme une vieille photo délavée. Une petite maison, une écurie vide, un atelier que son père gardait toujours fermé à clé, l'odeur du bois, de l'huile de moteur et d'une vieille musique se mélangeant quelque part dans sa mémoire. « Où est-ce la clé? » a demandé Judith. Daniel a semblé perplexe. « Quelle clé? La clé de la ferme? » Hélène a ouvert son sac à main à la hâte, a fouillé un moment, puis a posé sur la table un petit trousseau de clés. Il était attaché avec une ficelle en tissu usé. Peut-être avait-elle même déjà préparé cette partie? Judith l'a ramassé. J'irai. Personne ne l'a arrêté, peut-être parce qu'il pensait que c'était une capitulation. Le lendemain matin, Judith a ouvert l'armoire. Elle a sorti une vieille valise bleu foncé et a emballé quelques vêtements chauds, des médicaments pour la tension, un carnet à couverture marron, son acte de naissance, son certificat de mariage, quelques photos, et l'écharpe en laine que sa mère avait tricotée autrefois. Elle a laissé presque tout le reste. À midi, Daniel l'a conduite à la gare routière de Springfield. Il a posé la valise sur le trottoir, a regardé sa montre, puis a dit « Appelle quand tu arriveras ». Judith a hoché la tête. Elle est montée dans le bus juste au moment où une fine pluie commençait à tomber. À l'intérieur, les sièges sentaient le vieux plastique et le café rassis. Elle s'est assise près de la fenêtre, a posé son sac à main sur ses genoux. À travers la vitre embuée, elle a vu que Daniel s'était déjà détourné avant même que le bus ne démarre.
La route pour sortir de la ville s'étendait plus longtemps que dans les souvenirs de Judith. Des rangées de magasins, de stations-service, de panneaux publicitaires, de vieux parkings, puis les maisons se sont faites de plus en plus rares. En fin d'après-midi, le paysage extérieur n'était plus que des champs ouverts, des clôtures en bois, quelques toits d'entrepôts bas et des groupes d'arbres sans feuilles, immobiles sous un ciel couleur d'étain. Quand le bus a tourné sur la petite route menant à la dernière ville avant le Missouri, Judith a appuyé sa tête contre la vitre. Elle ne dormait pas. Elle fermait seulement les yeux, comme si cela pouvait raccourcir la distance restante. Elle est arrivée à Dawson le lendemain, vers midi. La gare routière n'était qu'un terrain en béton à côté d'une supérette. Une enseigne y annonçait des appâts de pêche, de la glace et des cigarettes. Le chauffeur a ouvert le compartiment à bagages, a descendu la valise de Judith, puis est remonté dans le bus. La porte s'est fermée. Le moteur du bus a démarré, a reculé du trottoir et a disparu derrière le virage. Il n'a laissé derrière lui que l'odeur de diesel flottant dans l'air froid. Judith est restée immobile un instant, a ajusté son écharpe, puis a tiré sa valise dans le magasin. Derrière le comptoir se tenait une femme robuste, les cheveux gris attachés en un chignon haut. Elle lisait d'un magazine de jardinage. « Vous avez besoin de quelque chose ?» a demandé la femme. « Je cherche le chemin de la vieille ferme des Porter. » La femme a levé complètement les yeux. « La propriété d'Elias Porter. »« Oui, vous êtes de la famille ?»« Je suis sa fille. » La femme a refermé le magazine et a regardé Judith plus attentivement, comme si elle essayait de relier le visage en face d'elle à un nom que personne n'avait mentionné depuis longtemps. « Sortez de la ville tout droit sur la route 14, traversez le petit pont. Quand vous arriverez à la bifurcation avec la boîte aux lettres bleues, tournez à gauche. C'est encore à près de 6 kilomètres de là. » Judith l'a remercié. Elle a acheté une bouteille d'eau, 2 paquets de biscuits salés. Et elle a demandé s'il y avait un endroit en ville pour louer une voiture ou appeler un taxi. La femme a secoué la tête. Par ici, les gens conduisent leur propre voiture ou demandent à quelqu'un qu'ils connaissent. Judith a tiré sa valise à nouveau dehors. Le vent balayait la route, transportant l'odeur de l'herbe sèche et de la terre humide. Elle avait marché plus de 800 mètres quand elle a entendu un camion ralentir derrière elle. Un vieux pick-up rouge s'est porté à sa hauteur. Le conducteur était un homme dans la soixantaine, portant une casquette en tissu sombre. Une main reposait nonchalamment sur le volant. « Vous allez à la ferme des Porter ?» a-t-il demandé. Judith s'est arrêtée. « C'est exact. Montez. Je vous emmène faire un bout de chemin. » Elle a regardé la benne vide du camion, puis l'homme. À l'âge de Judith, l'instinct de prudence était toujours là, mais la fatigue aussi. Elle a ouvert la portière, est montée sur le siège passager et a placé la valise entre ses pieds. « Je suis Sam Whitaker », a dit l'homme alors que le camion avançait. « Ma ferme n'est pas loin de la vôtre. » Judith Mercer. Il a hoché la tête. « Je connais le nom de Porter. Votre père réparait des violons, des violoncelles et d'autres choses que je ne saurais pas bien nommer. À l'époque, des voitures de la ville venaient parfois le chercher. » Judith s'est tournée vers lui. « Je pensais que mon père ne faisait que des petits boulots dans l'atelier. » Sam a souri légèrement. Par ici, quand quelqu'un fait quelque chose discrètement, les gens ont tendance à appeler ça des petits boulots. La route menant à la vieille ferme devenait plus étroite. La chaussée était inégale, avec des pâturages gelés des 2 côtés et des clôtures en bois cassées par endroits. Après une rangée basse d'ormes, la maison est apparue. Elle était plus petite que dans le souvenir de Judith. Ou peut-être que la mémoire d'un enfant rend toujours tout plus grand. Le toit s'affaissait dans le coin droit. Les 3 marches du porche d'entrée penchaient fortement d'un côté. Il manquait plusieurs planches à l'écurie derrière la maison, tandis que l'atelier long et bas à côté de la maison restait immobile et silencieux. Sa grande porte était fermée, la vieille peinture bleue s'écaillait par plaques. Sam a arrêté le camion au portail. « L'eau et l'électricité sont probablement coupées depuis longtemps », a-t-il dit. « Si vous prévoyez de rester, je peux revenir cet après-midi pour jeter un œil. » Judith a serré la poignée de la valise. « Je ne veux pas vous déranger. » « Ce n'est rien. Par ici, la différence entre déranger quelqu'un et s'entraider, c'est juste de savoir si les gens sont prêts à ouvrir la porte. » Il a dit cela très calmement, comme s'il parlait de la météo. Judith est sortie du camion. Les mauvaises herbes frôlaient le bas de son pantalon.
Le trousseau de clés qu'Hélène lui avait donné la veille avait 6 clés. Elle a essayé la troisième et la porte d'entrée s'est ouverte. Puis elle s'est bloquée à mi-chemin à cause de l'épaisse couche de poussière sur le sol. L'air à l'intérieur de la maison sentait le vieux bois, le vieux tissu et quelque chose qui était resté enfermé bien trop longtemps. Judith a posé sa valise et a ouvert toutes les fenêtres qui pouvaient encore s'ouvrir. La lumière a inondé la pièce, révélant la petite table à manger, une vieille de cuisinière à gaz, 2 chaises à dossier droit et les placards de cuisine hauts que sa mère n'avait jamais pu atteindre. Elle avait donc toujours eu besoin d'un escabeau. Elle a parcouru chaque pièce. Le salon n'avait qu'un canapé recouvert d'un drap blanc jauni par le temps. La petite chambre avait un lit en fer, un matelas fin et une armoire avec une porte de travers. La salle de bain n'avait plus de miroir et le robinet restait complètement silencieux. Au bout du couloir se trouvait la porte arrière. Elle menait à une parcelle d'herbe gorgée d'eau et au chemin de l'atelier. Judith est restée un long moment à regarder la porte de l'atelier. Dans ses souvenirs, Elias Porter y avait rarement emmené sa fille. Il ne l'avait pas interdit sèchement, mais il disait toujours « C'est le désordre ici. Laisse papa s'en occuper. » Juste ça. Assez pour qu'un enfant comprenne qu'il y a des portes dans une maison qui s'ouvrent pour le travail, pas pour la curiosité. Elle laisse retourner à ce qui devait être fait en premier. À 3 heures de l'après-midi, Judith avait dépoussiéré la table de la cuisine. Elle avait rassemblé un tas de feuilles sèches et de toiles d'araignée sur le porche. Elle avait réussi à ouvrir 2 fenêtres et trouvé dans un tiroir une boîte d'allumettes qui fonctionnait encore. Elle a essayé d'allumer la cuisinière. Pas de flamme. Elle a essayé l'interrupteur. Pas d'électricité. Elle a bu 2 petites gorgées de la bouteille d'eau qu'elle venait d'acheter, puis elle s'est assise sur la chaise de la cuisine pour reposer ses pieds. Juste avant 4 heures, le bruit du camion s'est de nouveau fait entendre dans la cour. Sam avait apporté 2 grands bidons d'eau, un sac en papier avec du pain, des œufs, de la saucisse fumée, une lampe de poche et plusieurs bougies. Je me suis dit que vous n'aviez probablement pas encore eu le temps de retourner en ville, a-t-il dit. Judith s'est levée. Je vous paierai. Plus tard, ça ira. Il a posé les affaires sur la table et a jeté un regard autour de lui. La maison est encore solide. La plomberie doit être vérifiée. Le disjoncteur électrique est probablement verrouillé dehors, sur le poteau. Je connais quelqu'un à la compagnie d'électricité. Je les appellerai demain. Et l'eau? Il y a une citerne derrière la maison, mais elle n'a pas été utilisée depuis longtemps. Pour l'instant, utilisez ce que j'ai apporté. Si besoin, je peux vous emmener chez moi pour prendre un bain un soir. Judith a légèrement pincé les lèvres. Elle n'était pas encore habituée à accepter de l'aide de manière si directe. Sam est semblé le voir, alors il n'a rien dit de plus. Il est simplement sorti sur le porche pour inspecter quelques planches pourries, puis est revenu à la porte de la cuisine. Les nuits ici sont plus froides que vous ne le pensez. La chambre du fond a moins de courant d'air que celle de devant. La porte se verrouille. Je reviendrai demain matin. Après son départ, la cour est redevenue silencieuse. Judith a utilisé l'eau du bidon pour se laver le visage et les mains. Elle a allumé les bougies et a mangé 2 tranches de pain avec des œufs au plat dans une vieille poêle trouvée sous l'évier. La nuit est tombée plus vite qu'elle ne s'y attendait. La maison a progressivement sombré dans le jaune pâle de la lueur des bougies, et chaque coin des murs projetait de longues ombres. Avant d'aller dans la chambre, Judith a sorti le carnet à couverture marron de sa valise. Elle s'est assise à la table de la cuisine et a écrit 3 lignes. Rétablir l'électricité. Vérifier l'eau. Voir ce qui vaut encore la peine d'être gardé dans l'atelier. Elle a posé le stylo, fermé le carnet, pris la lampe de poche et a descendu le couloir. En passant devant la dernière fenêtre de la maison, Judith s'est arrêtée. Dehors, dans l'arrière-cour, sous le ciel gris foncé, la porte de l'atelier se tenait toujours là, sombre et immobile, comme si elle n'avait jamais attendu personne pendant toutes ces années. Le lendemain matin, Judith s'est réveillée avant que le soleil ne soit complètement levé. Non pas parce qu'elle avait bien dormi, mais parce que la vieille maison avait ce genre de silence qui rend difficile de rester allongé longtemps. Le vent s'infiltrait par une fissure dans le bois, frappait le cadre de la fenêtre et sifflait doucement, comme quelqu'un qui soupire dans la pièce d'à côté. Elle a enfilé un autre pull, étalé dans la cuisine et a fait bouillir de l'eau dans la vieille bouilloire qu'elle avait trouvée dans le placard.
L'eau du bidon que Sam avait apporté était encore glaciale. Elle a préparé un café instantané dans une tasse en céramique ébréchée avec une anse cassée. Elle l'a bu debout, près de la porte arrière, en regardant la cour encore couverte de brume. Tout semblait moins en ruine le matin que la veille au soir. Les mauvaises herbes étaient toujours partout. La clôture penchait toujours. L'écurie était toujours complètement vide et l'atelier toujours fermé à double tour. Mais dans la lumière claire, Judith pouvait voir le chemin, voir ce qui pouvait encore être utilisé, ce qui devait être remplacé et ce qui devait être laissé tranquille pour un moment. Sam est arrivé un peu après 7 heures, avec une boîte à outils, un rouleau de fil électrique et 2 pâtisseries, emballées dans du papier ciré. J'ai déjà appelé la compagnie d'électricité, a-t-il dit en descendant du camion. Ils passeront en fin de matinée. Je vais d'abord vérifier les tuyaux d'eau. Ils ont fait le tour de la maison. La citerne d'eau de pluie en métal était encore intacte et n'avait besoin que d'être nettoyée. Plusieurs sections de tuyaux le long du mur extérieur étaient fissurées. Sam s'est agenouillé, a tourné une vanne d'arrêt, a tapoté légèrement sur un raccord, puis a dit à Judith de tenir le seau en plastique de l'autre côté. Une demi-heure plus tard, le robinet de la cuisine a craché un jet d'eau trouble. Judith est restée à regarder cette eau couler dans l'évier, comme si c'était le premier signe qu'elle n'était pas arrivée dans un endroit trop tard. À midi, l'électricité était revenue. Seule une partie de la maison s'est allumée tout de suite. L'ampoule du couloir était grillée. La prise du salon scintillait, mais la lumière de la cuisine s'est allumée, jaune et stable. Judith s'est essuyé les mains sur le torchon, a levé le visage pour regarder l'ampoule, puis s'est tournée vers Sam. « Merci. » Sam coupait un morceau de pomme avec un petit couteau pliant. « Ne me remerciez pas trop vite. L'hiver arrive vite ici. Vous devez réparer la porte d'entrée et jeter un autre coup d'œil au toit du porche. » Judith a hoché la tête. « Je ferai une chose à la fois. » Il a souri. C'est la seule façon de vivre dans cette région. Après un simple déjeuner de pain grillé et de pommes, Judith est sortie vers l'atelier. La porte était plus lourde qu'elle ne l'avait imaginé. Ce n'est qu'à la 5e clé que l'une d'elles a fonctionné. La serrure a fait un clic sec, puis la porte s'est déplacée, faisant tomber une fine couche de poussière sur le sol en béton. À l'intérieur, il faisait bien plus sombre que dehors. Judith est restée immobile quelques secondes pour que ses yeux s'habituent. La première odeur qu'elle a reconnue était celle du vieux bois. Ce n'est qu'ensuite qu'est venue l'odeur de l'huile de machine, du vernis séché, du papier humide et quelque chose de très faible, de très familier, comme le parfum du velours longtemps gardé dans une boîte fermée. L'atelier était long et étroit. Sur la gauche, un établi courait le long du mur avec d'innombrables petits tiroirs. Sur la droite, de hautes étagères en bois contenaient des étuis d'instruments, des coffres à outils, des bocaux en verre remplis de clous minuscules, de poils de pinceau et de cordes enroulées. Au fond de la pièce, une haute fenêtre ne laissait passer la lumière que sur une seule parcelle, assez pour montrer la poussière flottant dans l'air comme une fine fumée. Judith s'est approchée de l'établi. Sur sa surface, il y avait encore un tissu de feutre couleur vin posé à plat, 2 petites pinces, une loupe avec une monture en laiton et une boîte en bois ouverte contenant de fines pièces de bois coupées avec une régularité parfaite. Son père s'était assis là pendant des heures. Elle se souvenait du très léger bruit de l'image, du bruit des tiroirs qui s'ouvrent, du son d'une toux sèche retenue. Il y avait eu des après-midi où sa mère l'avait appelé 3 fois pour le dîner avant qu'il ne réponde. À l'époque, Judith avait pensé que son père était simplement trop absorbé par de vieilles choses que presque personne ne remarquait. Dans le 4e tiroir en partant de la gauche, elle a trouvé une pile de carnets à couverture rigide, attachés avec de la ficelle. Chacun était étiqueté par année, 1998, 1999, 2000. Elle en a pris un au hasard et l'a ouvert. Ce n'était pas une prise de notes aléatoire. C'était un journal de travail. Date, nom de client, type d'instrument, état à la réception, travail à effectuer, prix estimé, paiement reçu, notes sur le bois, la finition, les fissures, le numéro de série. Judith a tourné quelques pages de plus. Il y avait des noms de Saint-Louis, de Kansas City et même de Chicago. Quelques lignes mentionnaient un orchestre régional, un collectionneur privé, un renvoi après le concert de mai. Elle a posé le carnet et a ouvert le coffre près du pied de l'établi.
À l'intérieur se trouvaient 3 violons enveloppés dans un tissu doux, un alto sans corde et une petite boîte contenant des certificats, des lettres manuscrites et des factures de paiement soigneusement agrafées en liasses séparées. Un léger coup a retenti à la porte de l'atelier. Sam se tenait là, son chapeau à la main. « Je ne voulais pas vous effrayer, » a-t-il dit. « J'ai vu la porte ouverte, alors je suis passé. » Judith a brandi une pile de papier. « Saviez-vous que mon père faisait ça sérieusement, à ce point? » Sam s'est approché et a regardé par-dessus son épaule. « Je savais seulement que les gens apportaient des étuis d'instruments et les remportaient ensuite. Les questions d'argent ou de paperasse, personne n'en parle à l'épicerie. » Judith lui a montré une lettre avec l'entête d'un petit théâtre de Columbia. Le contenu était bref mais clair, remerciant M. Elias Porter pour la restauration du violoncelle utilisé lors de la représentation d'automne et proposant une coopération continue avec 2 autres instruments au début de l'année suivante. « Il ne me l'a jamais dit, » a dit Judith. Sam n'a pas répondu immédiatement. Il a pris une petite boîte en bois sur la table, a enlevé la poussière avec son pouce, puis l'a reposée. « Beaucoup d'hommes de l'âge de votre père n'avaient pas l'habitude de parler de ce dont ils étaient incapables. Ils le faisaient, puis pensaient que c'était suffisant. » Judith a continué à chercher jusqu'en fin d'après-midi. Dans une armoire métallique fermée par un loquet, elle a trouvé d'autres dossiers d'assurance, des reçus bancaires, une enveloppe contenant 3 clés plus petites et un ensemble de papiers intitulé Porter Workshop Holdings. Juste en dessous se trouvait une copie du certificat de propriété foncière au nom d'une fiducie dont l'unique bénéficiaire était Judith Porter Mercer. Elle a lu chaque ligne attentivement. Pas laissé à Walter, pas aux 2 époux, pas à diviser équitablement entre les enfants plus tard. Pour elle seule. À la fin de l'après-midi, Judith avait trié 3 piles distinctes de papiers, de journaux de travail, de correspondances avec les clients et de dossiers juridiques. Elle les a transportés dans la maison, les a placés soigneusement sur la table de la cuisine, puis a sorti le carnet à couverture marron et a écrit davantage. Appeler un avocat en ville. Trouver quelqu'un pour évaluer les instruments. Vérifier la fiducie. Alors qu'elle écrivait la dernière ligne, le téléphone fixe de la cuisine a soudainement sonné. Le son l'a figé car la veille au soir, elle avait pensé que cette ligne était morte depuis longtemps. Judith a décroché le combiné. C'était Hélène à l'autre bout du fil. « Maman », a-t-elle dit, sa voix plus douce que d'habitude. « Daniel a dit que l'électricité devrait probablement être revenue maintenant. Est-ce que tout va bien là-bas? » Judith a regardé la pile de dossiers sur la table. « Oui. » « As-tu besoin qu'on t'envoie plus d'argent? Je veux dire, pour le nettoyage, l'achat de fournitures, des petites choses comme ça? » « Non. » Hélène est restée silencieuse un instant. « As-tu déjà trouvé quelque chose là-bas? » Judith a regardé par la fenêtre de la cuisine. Le ciel commençait à s'assombrir, et l'arrière-cour sombrait lentement dans une douce lumière grise. « Oui, a-t-elle dit. « J'ai trouvé la première chose que je dois faire. » Le lundi matin, Judith a conduit le vieux pick-up de Sam en ville. Il avait laissé les clés sur la table de la cuisine tôt le matin, avec une note griffonnée. « Fais le plein si tu vas plus loin que le palais de justice du comté. Ne freine pas brusquement. Le frein droit sert un peu plus que le gauche. » Après l'avoir lu, Judith a plié la note et l'a glissée dans la poche de son manteau. Elle n'avait jamais conduit une automatique aussi vieille. Le tableau de bord tremblait à chaque changement de vitesse. Mais le moteur démarrait, le chauffage fonctionnait encore, et c'était suffisant. L'avocate Martha Bell avait son bureau au 2e étage d'un vieil immeuble en briques près de la poste. La plaque de laiton avec son nom était légèrement de travers. L'escalier en bois grinçait sous les pieds de Judith. À l'intérieur, la salle d'attente était si petite qu'elle ne pouvait contenir qu'un canapé en tissu, un porte-revue et une plante qui avait été trop arrosée. Martha Bell avait la cinquantaine, les cheveux courts, des lunettes à monture fine et un pull gris cendré. Elle a parcouru toute la pile de papier que Judith avait apportée sans l'interrompre plus de 2 fois. Chaque fois qu'elle l'interrompait, c'était seulement pour demander une date exacte ou pour dire à Judith d'attendre un moment pendant qu'elle marquait un certain passage dans le dossier. Finalement, Martha a enlevé ses lunettes et a posé son stylo. « Savez-vous sur quoi vous êtes assise? » Judith l'a regardé. « Une pile de papier dont mon père n'a jamais clairement parlé. Non, je veux dire au sens juridique. » Martha a poussé la copie du document de fiducie devant Judith.
Ce terrain, l'atelier, la maison, les actifs professionnels listés qui y sont rattachés, tout appartient à une fiducie que votre père a créée il y a 18 ans. L'unique bénéficiaire, c'est vous, pas votre mari. Ce n'est pas un bien matrimonial. Personne n'a le droit de vous représenter à moins que vous ne signiez un nouveau document. Judith a posé sa main sur le bord du bureau. Et si j'ai signé quelques papiers dans l'Illinois? Cela peut être une autre affaire si cela concerne les comptes bancaires ou la maison là-bas. Mais cette propriété est séparée, très séparée. Martha a rouvert le dossier du journal de travail. Et c'est ça qui est vraiment remarquable. Votre père ne réparait pas des instruments pour le plaisir. Il avait des clients réguliers, des revenus, des actifs détenus dans des accords de transfert de fiducie. Certaines obligations ont peut-être expiré avec le temps, mais la valeur professionnelle est toujours là. Combien? Je ne peux pas encore le dire. Martha s'est redressée sur sa chaise. Vous avez besoin d'un bon expert, pas un homme qui vend de vieilles choses sur un marché aux puces, quelqu'un qui comprend vraiment les instruments à cordes, les documents de restauration, les dossiers d'assurance. Je connais quelqu'un à Columbia. Je vais essayer d'appeler. Judith a hoché la tête. Je n'ai pas besoin d'un gros chiffre. J'ai juste besoin de savoir si je peux vivre seul. Martha l'a regardé un instant de plus. D'habitude, les gens viennent me voir en demandant comment ne pas perdre leurs biens. Vous, vous demandez si vous avez assez pour vivre. Ce sont deux questions différentes. J'ai passé l'âge de vouloir plus que ce qui est nécessaire. La bouche de Martha s'est légèrement relevée, comme si c'était une réponse qu'elle aimait. Cet après-midi-là, Judith s'est arrêtée à la banque de la ville et a ouvert un compte à son propre nom. Le premier argent qu'elle a déposé était ce qui restait dans son portefeuille et un petit chèque qu'elle avait trouvé dans l'atelier, encore valide, d'un théâtre communautaire payant son père pour la dernière année où il travaillait encore. L'employé de banque l'a examiné attentivement et a dit que la vérification prendrait quelques jours. Judith est sortie sur la rue principale juste au moment où la cloche de l'église sonnait 3 fois. Elle est entrée dans le restaurant du coin et a commandé une soupe au poulet et un thé chaud. À la table d'à côté, 2 agriculteurs parlaient des prix des aliments pour le bétail. À une autre table, 3 femmes plus âgées discutaient de l'école et du match de football du week-end. Personne n'a prêté attention à Judith très longtemps. Le sentiment était étrange et agréable. Ici, elle n'était pas la mère de Daniel Mercer, ni la femme de Walter Mercer, juste une femme déjeunant seule. Quand elle est revenue à la ferme, Sam était dehors sur le porche en train de remplacer une planche pourrie. « Qu'a dit l'avocate? » a-t-il demandé, sans lever les yeux. Mon père n'a pas laissé derrière lui un tas de camelotes sans valeur comme je le pensais. Sam a enfoncé les derniers clous, s'est levé et a épousseté ses mains. Bien, j'ai encore besoin d'un expert. Il y a un homme à Columbia nommé Andrew Cole. J'ai un jour conduit mon cousin le voir pour vendre une vieille mandoline. Sam a regardé Judith. Vous voulez que je vous emmène? L'avocate a dit qu'elle appellerait d'abord. S'il est d'accord, j'irai. Sam a hoché la tête. L'affaire s'est terminée là, sans plus de questions. 3 jours plus tard, Andrew Cole est venu à l'atelier lui-même. Il était mince, portait un pardessus sombre, des gants en tissu, une loupe, un petit appareil photo et un épais carnet noir. Il se déplaçait lentement d'une étagère à l'autre, ouvrait chaque étui d'instruments, examinait chaque étiquette à l'intérieur des instruments à travers les ouïes, photographiait les numéros de série et les comparait avec les papiers que Judith fournissait. Pendant près des 2 premières heures, il a très peu parlé, principalement de courtes remarques. Laissez celui-ci tel quel. Celui-ci a eu le chevalet remplacé. Le vernis est bon. Les papiers d'assurance ont encore une valeur de référence. Ce n'est qu'au 6e alto qu'il a posé la loupe et s'est tourné vers Judith. Votre père travaillait très soigneusement. Je commence à comprendre ça. Andrew a hoché la tête. Pas seulement soigneusement, mais avec une bonne réputation. Ses lettres montrent que les gens faisaient confiance à son travail. Et ses instruments, il a fait une pause, pesant ses mots. Ce n'est pas un musée national ou quelque chose comme ça, mais ils ont une valeur réelle. Une valeur de collection, une valeur de performance, la valeur des archives qui les accompagnent aussi. Assez pour réparer la maison et vivre en paix. Assez si vous ne vendez pas trop vite et ne laissez personne vous forcer à baisser le prix. Andrew a replacé le violon dans son étui et a fermé le couvercle. Dans l'ensemble, les instruments, les archives de restauration,
les droits de propriété de l'atelier et certains actifs professionnels connexes. Je ne peux pas donner un chiffre final aujourd'hui, mais je peux dire ceci. Vous n'êtes pas pauvre. Tard ce même après-midi, le téléphone fixe de la cuisine a de nouveau sonné. Cette fois, c'était Daniel. Tu as ouvert un nouveau compte à Dawson? A-t-il demandé d'emblée, sans préambule. Judith s'est assise sur la chaise et a rapproché le carnet. Tu appelles pour prendre de mes nouvelles ou pour me surveiller? J'appelle parce que les choses commencent à te devenir floues. Flou est pour qui? Tu es parti depuis des semaines. Soudain, un avocat du Missouri appelle mon bureau pour demander des papiers liés à la fiducie. Puis la banque envoie une confirmation de ta nouvelle adresse à l'ancienne maison. Je veux juste savoir ce qui se passe. Judith a pris son stylo et a écrit une courte ligne sur la page blanche. Ne pas répondre quand ils demandent avec la voix de quelqu'un qui te possède. Elle a parlé dans le téléphone très lentement. Ce qui se passe, c'est que je lis les choses que j'aurais dû lire il y a longtemps. 3 jours plus tard, Judith a reçu une convocation. L'enveloppe avait été glissée dans la boîte aux lettres près du portail, mélangée à la facture d'électricité, un prospectus pour de la nourriture pour bétail et la lettre de la banque confirmant que le nouveau compte était actif. Le papier était épais, les coins vifs, son nom imprimé en toutes lettres, exactement, Judith Porter Mercer. L'expéditeur était le tribunal du comté de Sangamon, en Illinois. Elle l'a emporté dans la cuisine, l'a posé sur la table et a utilisé la pointe d'un coupe-papier pour trancher le bord de l'enveloppe, comme elle le faisait avec les avis de retard de la bibliothèque quand elle travaillait encore. Le contenu était si bref qu'il en était froid. Daniel Mercer et Elaine Mercer avaient déposé une requête demandant une évaluation de la capacité de leur mère à gérer ses finances. Le motif était qu'elle vivait seule dans une propriété délabrée, loin de sa famille, montrant des signes de décision inhabituels concernant ses biens et des temps sous l'influence d'étrangers. Judith l'a lu une fois, puis une deuxième fois. Il n'y avait aucune phrase qui disait directement qu'elle perdait la tête. Il n'y avait aucun mot qui semblait grossier. Tout était écrit dans ce langage propre, correct et poli qui ferait penser à quiconque n'est pas impliqué qu'il s'agissait d'un acte profondément responsable d'enfants inquiets. Elle a plié le papier, l'a glissé dans l'enveloppe, l'a posé soigneusement sur la table et a appelé Martha Bell. « J'arrive tout de suite », a dit l'avocate. Martha est arrivée en 40 minutes avec une mallette, une tablette et une expression qui n'était pas du tout surprise. Elle a lu la requête en silence, a tourné chaque page et a tapoté légèrement son doigt contre le bord de la table. « Je m'attendais à quelque chose comme ça », a-t-elle dit. « Pas assez de base pour gagner, mais assez pour créer des ennuis et vous forcer à vous expliquer. » Expliquer quoi? Que j'ai restauré, que l'électricité est réparée, que la maison a été expertisée, que j'ai payé les factures à temps. Vous n'avez pas besoin de me convaincre. Martha a levé les yeux. Ce qu'ils font, ce n'est pas exactement demander si vous êtes lucide. Ils testent si vous êtes assez fatigué pour abandonner. Judith a regardé vers la fenêtre. Sam était dehors dans la cour, penché pour mesurer à nouveau la section de la clôture près du portail. Il posait un nouveau poteau avec le calme de quelqu'un habitué à travailler avant que quiconque puisse trouver une raison de ne pas le faire. Je n'ai pas l'intention d'abandonner. Bien. Martha a ouvert sa mallette. Nous avons besoin de 3 choses. 1. Les dossiers médicaux les plus récents et une évaluation cognitive indépendante. 2. Chaque document depuis votre arrivée ici. 3. Une déclaration claire de l'origine des actifs du Missouri. Pas trop longue, mais solide. Je peux m'occuper des documents. Vous gérez cette partie mieux que beaucoup de mes clients. Cet après-midi-là, Judith s'est rendue à Columbia pour rencontrer le médecin au rendez-vous que Martha avait arrangé. Les tests ont duré plus d'1 heure. Se souvenir de 3 mots et les répéter plus tard. Dessiner un cadran d'horloge. Compter à rebours. Expliquer pourquoi elle avait déménagé au Missouri. Décrire comment elle avait géré l'argent depuis le début du mois. Nommer qui l'aidait, qui elle avait engagé et ce qu'elle avait payé. Judith a répondu à tout. Pas rapidement, mais proprement. Le médecin était une femme noire d'âge moyen avec une voix douce et des yeux très vifs. Quand ce fut terminé, elle a fermé le dossier et a dit « Êtes-vous fatigué? » « Oui. »« Êtes-vous confuse? » « Non. » Alors ces 2 choses devraient être correctement distinguées. Les résultats ont été envoyés directement au bureau de Martha le lendemain matin. En attendant, Judith a rassemblé tous les papiers en piles séparées. Factures d'électricité,
matériaux pour réparer le toit du Porsche, comme la lettre de confirmation de la banque, l'évaluation préliminaire d'Andrew Cole, les documents de la fiducie, l'acte de droit d'usage du terrain, le reçu pour la réparation des tuyaux d'eau, un carnet dans lequel elle avait elle-même noté chaque dépense depuis le premier jour. Sam lui a apporté une boîte d'archives en carton avec une poignée. C'est plus facile à transporter au tribunal que des sacs en plastique, a-t-il dit. Judith l'a prise. Vous préparez toujours exactement la chose à laquelle je n'ai pas encore pensé. Sam a tiré une chaise et s'est assis en face d'elle. Non. Je devine juste à l'avance le genre de problème que les gens vont créer. Pour la première fois depuis son arrivée à la ferme, Judith a posé une question sur sa vie personnelle. Avez-vous vécu quelque chose de similaire? Sam est resté silencieux un moment, assez longtemps pour que Judith pense qu'il pourrait laisser passer. Mais ensuite, il a dit « Ma sœur ». Son mari est mort jeune. Ses deux enfants ont utilisé l'excuse qu'elle signait les papiers plus vite quand ils étaient assis à côté d'elle. Le temps qu'elle s'en rende compte, la Meston avait déjà été transférée au nom du plus jeune. Elle n'a pas pu poursuivre. Pas assez de papier. Pas assez de force. Il a regardé vers le poche. Depuis, je fais plus attention à ces choses. Judith n'a rien dit de plus. L'histoire d'une autre personne, quand elle est racontée avec la bonne mesure, n'a pas besoin que l'auditeur l'interrompe juste pour paraître compréhensif. 2 jours avant l'audience, Elaine est apparue. Elle conduisait un véhicule utilitaire sport de location, portait des chaussures plates au lieu de talons hauts, un manteau en tricot de couleur crème, les cheveux soigneusement attachés à la nuque. Elle est restée sur le porche quelques secondes avant de frapper, comme si elle n'était pas certaine d'avoir dû venir. Judith a ouvert la porte. Entre. Hélène a suivi sa mère dans la cuisine, regardant la maison qui était déjà différente de ce qu'elle avait imaginé. Le sol avait été nettoyé. Les rideaux avaient été changés. La table de la cuisine était recouverte d'une nappe à carreaux bleu pâle. Sur l'étagère, il y avait quelques petites plantes en pot que Sam avait apportées et aidé à planter. « Tu as vraiment réparé beaucoup de choses, » a dit Elaine. « Assieds-toi. » Judith a versé du thé dans 2 tasses. Aucune d'elles n'y a touché tout de suite. Elaine tenait l'anse de la tasse à 2 mains. « Je ne voulais pas que les choses aillent aussi loin. »« Tu as quand même signé? » Daniel a dit qu'il fallait le faire pour te protéger. Il a dit que des gens t'influençaient. Hélène a levé les yeux, regardant sa mère directement pour la première fois depuis son entrée. « Est-ce que des gens t'influencent? » « Oui, a dit Judith, mes propres enfants. » Hélène s'est mordu la lèvre. Ses yeux ont rougi rapidement, mais cette fois, Judith n'a pas pensé que c'était le genre de larmes utilisées au bon moment. « Je sais que tu es en colère. »« Non, c'est du passé. » Judith a posé sa tasse. « Ce dont j'ai besoin maintenant, ce n'est pas d'excuses gracieuses. J'ai besoin de la vérité. » Hélène est restée immobile. Ce n'est qu'après un long moment qu'elle a parlé. « Daniel a découvert que tu avais ouvert un compte séparé. Il a appelé la banque en Illinois et a posé des questions sur de vieilles transactions. Ils ne lui ont rien donné. Il a pensé que tu avais trouvé quelque chose ici, et puis il a commencé à dire que si tu n'étais plus pleinement capable, alors la famille devait intervenir et gérer les choses. Je lui ai dit que c'était allé trop loin. Il a dit que j'étais trop sensible. » Elle a expiré, sa voix plus faible. « J'ai quand même signé. » Judith a tout écouté. « Le jour de l'audience, diras-tu la vérité? » Hélène a baissé les yeux sur la table. « Si on me le demande, je ne mentirai pas. » Ce n'est pas suffisant. Elle a levé les yeux. « Si tu sais que quelque chose est mal, tu dois le dire toi-même avant que quiconque ne le demande. » Hélène a hoché la tête très lentement. Quand elle s'est levée pour partir, il faisait presque nuit. Judith a accompagné sa fille jusqu'au porche. Le vent était plus froid que d'habitude, soufflant à travers la cour vide. Hélène s'est arrêtée sur la dernière marche et s'est retournée. « Maman, » a-t-elle dit, « si tout ça passe, voudras-tu encore nous voir? » Judith a gardé la main sur le cadre de la porte. « Demain, je monte en Illinois, » a-t-elle dit. « Le reste peut attendre après l'audience. » L'audience a commencé à 9 heures du matin dans une petite salle d'audience derrière le couloir civil du palais de justice du comté de Sangamon. Judith est arrivée 15 minutes en avance. Elle portait une robe en tricot gris foncé, un manteau de laine boutonné haut sur le cou et portait la boîte d'archives en carton que Sam lui avait donnée. Martha Bell marchait à ses côtés, un bras tenant sa mallette, ses pas réguliers, ni rapides ni lents.
Elles n'ont pas beaucoup parlé. À la porte de la salle d'audience, Martha s'est seulement tournée et a posé une question. Vous vous souvenez comment vous devez répondre? Judith a hoché la tête. Exactement ce qui est demandé. Ni plus, ni moins. Daniel était déjà là. Il était assis sur le banc de gauche avec son avocat, cravate bleu foncé, cheveux soigneusement peignés, visage tendu, mais essayant de conserver cette expression calme familière. Hélène était assise à un siège de lui. Walter était venu aussi. Il avait visiblement vieilli en seulement quelques mois, assis droit mais fatigué, les deux mains à plat sur ses genoux, comme un homme qui ne sait pas où elle devrait reposer. La juge était une femme d'environ 60 ans avec une voix claire, concise et sobre. Elle a examiné le dossier un moment, puis a levé les yeux. Il s'agit d'une requête demandant une évaluation de la capacité de gestion financière et de la capacité de décision civile de Mme Judith Mercer. La partie requérante peut présenter en premier. L'avocat de Daniel s'est levé. Il a parlé avec aisance en utilisant des mots très propres. Préoccupation raisonnable. Une personne âgée vivant seule. Décision inhabituelle concernant les actifs. Influence d'individus extérieurs à la famille. Nécessité de protéger les intérêts à long terme. Judith est restée assise à écouter, les deux mains posées sur la boîte de dossier. Si quelqu'un n'avait pas connu l'histoire depuis le début, il aurait pu penser qu'elle était une femme qui venait de perdre le contact avec la réalité. Quand ce fut le tour de Martha, elle ne s'est pas levée immédiatement. Elle a ouvert sa mallette, a sorti 3 jeux de papier déjà marqués à l'avance, et ce n'est qu'alors qu'elle a commencé. Votre honneur. Notre réponse est très simple. Premièrement, Mme Judith Mercer a passé une évaluation médicale indépendante il y a 5 jours, confirmant sa pleine capacité cognitive, sa mémoire, sa capacité de planification et de décision. Elle a placé une copie sur le bureau du greffier. Deuxièmement, depuis son déménagement au Missouri, ma cliente a géré de manière indépendante son logement, payé ses factures, réparé sa propriété, ouvert son propre compte, travaillé avec un avocat et un expert en évaluation, le tout avec des documents à l'appui. Troisièmement, les actifs en question sont des biens propres détenus en fiducie par son défunt père depuis des années, entièrement distincts des biens matrimoniaux et hors de l'autorité de ses enfants. La juge s'est tournée vers Judith. Madame Mercer, je veux vous entendre directement. Pourquoi avez-vous déménagé au Missouri? Judith s'est levée. Parce que je n'avais plus le droit de décider quoi que ce soit dans ma propre maison. Et c'était la seule propriété encore à mon nom. Savez-vous ce que vous possédez au Missouri? Oui, une petite maison, l'ancien atelier de mon père. Le terrain attenant, des archives professionnelles, un certain nombre d'instruments et de documents appartenant à la fiducie qu'il a laissée. Comprenez-vous vos récentes décisions financières? Oui. J'ai rétabli l'électricité, réparé la plomberie, réparé le porche, ouvert un compte bancaire séparé, engagé un avocat, fait venir un expert en évaluation d'actifs et j'ai gardé tous les reçus. J'ai apporté des copies si le tribunal souhaite les examiner. Martha a remis la boîte de dossiers au greffier. La juge a tourné quelques pages rapidement, lisant les sections marquées. Elle s'est arrêtée à l'évaluation médicale, puis au rapport préliminaire de l'expert. Monsieur Andrew Cole est-il présent? Un homme assis au dernier rang s'est levé. Andrew s'est avancé, a prêté serment, puis a confirmé qu'il avait personnellement inspecté la propriété du Missouri, comparé les documents de propriété et les archives professionnelles, et conclut que Judith Mercer comprenait parfaitement ce qu'elle possédait, ce qu'elle faisait, et avait choisi une approche de gestion prudente. L'autre avocat a posé plusieurs questions de suivi, essayant d'orienter l'histoire vers l'idée qu'elle était manipulée par quelqu'un d'autre. Andrew a répondu calmement. Si elle est manipulée, alors la personne qui la manipule doit faire un très mauvais travail, car Mme Mercer ne vend pas à la hâte, ne signe pas à la hâte, et pose des questions surtout plus attentivement que la plupart des clients que j'ai jamais rencontrés. Sur le banc de gauche, Daniel a bougé sur son siège. La juge s'est tournée vers Hélène. Votre signature apparaît sur la requête. Souhaitez-vous ajouter quelque chose? Hélène a joint ses deux mains. Après un moment, elle s'est levée. Oui. Sa voix était faible au début, mais elle n'a pas tremblé. J'ai signé parce que mon frère a dit que c'était la meilleure façon de protéger notre mère. Mais je n'avais aucune preuve médicale que ma mère avait perdu ses capacités. Je n'ai jamais vu non plus ma mère ne pas comprendre des documents financiers ou l'endroit où elle vivait.
Je pense. Elle a fait une pause. Je pense que nous avons utilisé le mot protection pour autre chose. La salle d'audience est devenue silencieuse. L'avocat de Daniel s'est légèrement penché vers elle, mais Hélène ne s'est pas assise. J'aurais dû dire ça plus tôt, a-t-elle continué. La juge a fermé le dossier. Le tribunal ne trouve aucune base pour poursuivre cette requête. Le dossier médical est clair. La conduite de la gestion des actifs est cohérente. L'origine des actifs est légale et a été entièrement expliquée. La requête est rejetée. Le son du stylo du greffier tapant sur le bureau était très doux. Daniel ne s'est pas tourné pour regarder sa sœur. Walter est resté assis, les yeux fixés sur le carrelage. Dehors, dans le couloir, Martha a serré la main de Judith. « Vous avez fait mieux que la plupart des gens que j'ai jamais représentés. »« Merci. »« Non. » Martha a souri faiblement. « Remerciez votre père. Il gardait ses papiers dans un ordre très décent. » Andrew a dit au revoir et est parti le premier. Hélène est sortie la dernière. Elle se tenait à environ 2 pas de sa mère, comme si elle ne savait toujours pas quelle était la bonne distance. « Maman, » Judith a regardé sa fille, « rentre à la maison avec ton père. Et Daniel, quant à la part de ton frère, laisse ton frère vivre avec. » Hélène a hoché la tête. Elle était sur le point de dire plus, puis s'est abstenue. 3 mois plus tard, la vitrine de la petite maison sur la rue principale de Dawson avait une nouvelle enseigne. Maison Porter, orientation documentaire de base, contact juridique, soutien au logement pour les personnes âgées. Ce n'était pas un grand bureau, juste un petit espace que Judith louait à l'ancienne pharmacie. Sam a repeint le cadre de la porte. Martha passait tous les mercredis après-midi pour prendre des consultations sur rendez-vous. Une femme qui avait autrefois travaillé dans les services sociaux du comté venait 2 jours par semaine pour aider à remplir les formulaires d'aide au logement et d'assurance maladie. Sur le bureau d'accueil, il y avait toujours du café chaud, des mouchoirs et un carnet pour noter les noms des visiteurs. La première personne à entrer fut un vieil homme que son petit-fils avait poussé à signer des papiers de vente de terrain sans bien en comprendre le contenu. La deuxième était une veuve qui avait perdu l'accès aux clés de sa maison parce que sa belle-fille gardait tout. Le troisième avait seulement besoin que quelqu'un s'assoie avec lui et lise une lettre de la banque. Judith ne se qualifiait pas de sauveuse. Elle s'asseyait simplement derrière le vieux bureau en bois pris de l'atelier de son père, écoutait toute l'histoire, puis indiquait exactement où un avocat devait être appelé, où la banque devait être visitée et où une copie des documents devait être demandée avant de signer quoi que ce soit. Le premier vendredi après-midi de mai, Sam a apporté un pot de géranium et l'a posé près de la porte. Martha a laissé une boîte de biscuits sur le comptoir. Hélène est venue après le travail, a enlevé son manteau, est allée elle-même chercher des gobelets en papier à l'arrière et s'est mise à verser du café pour une femme âgée dont les mains tremblaient. Judith a levé les yeux de la pile de dossiers devant elle. Dehors, à travers la vitre, la lumière du soleil de fin de journée tombait sur le trottoir, brillant à travers la nouvelle enseigne qui n'était pas encore tout à fait sèche sur le bord inférieur. La sonnette de la porte a fait un petit tintement. Un homme est entré et s'est arrêté sur le seuil un moment avant de fermer la porte derrière lui. Daniel a posé le chapeau qu'il tenait à la main sur la chaise près de l'entrée, a regardé la pièce, puis a regardé vers le bureau où Judith était assise. « Alors, maman, tu fais ça ici? » Judith a fermé le dossier, a posé son stylo et n'a pas répondu à la hâte. Elle a regardé son fils droit dans les yeux, comme elle avait appris à le faire au cours des derniers mois, sans éviter, sans se presser, sans avoir besoin de longues explications. « Oui, a-t-elle dit, je fais ça. » Un silence s'est installé entre eux, pas lourd mais clair. Dehors, 2 autres personnes sont arrivées à la porte. Hélène s'est tournée pour l'ouvrir, les a accueillis et leur a parlé doucement, comme si elle faisait ça depuis des années. Sam se tenait appuyé contre le cadre de la porte, les bras croisés, observant. Martha parlait avec un homme âgé d'une lettre qu'il n'avait pas bien comprise. Daniel a regardé tout autour une fois de plus, puis est revenu là où il avait commencé. Cette fois, il n'est pas resté à distance. Il a rapproché une chaise du bureau et s'est assis. « Est-ce que quelqu'un paye pour ce genre de travail? » Judith a secoué la tête. « Pas toujours? Alors comment tu vis? » Judith a ouvert le tiroir, a sorti une feuille de papier soigneusement pliée, l'a posée sur le bureau et l'a poussée légèrement vers lui. Ce n'était pas un grand chiffre, pas quelque chose destiné à faire halter qui que ce soit, juste des revenus raisonnables,
des dépenses claires et des registres manuscrits bien tenus. Daniel y a jeté un coup d'œil, puis l'a replié et l'a posé. Je ne savais pas que tu ferais quelque chose comme ça. Judith a hoché la tête. Tu n'as pas demandé. Il n'a pas discuté. Dehors, la sonnette a de nouveau retenti. Le nouveau venu est entré avec hésitation, tenant une pile de papier froissé. Hélène a guidé la personne vers la table et y a placé une autre chaise. Judith a regardé Daniel. Si tu veux t'asseoir, alors assieds-toi. Si tu as quelque chose à dire, attends que j'ai fini ça. Daniel a hoché la tête. Judith s'est retournée vers la personne en face d'elle et a dit doucement, montrez-moi depuis le début. L'histoire a continué ainsi. Une personne partait, une autre arrivait. Certaines n'avaient besoin que d'une signature. D'autres, d'un appel téléphonique. D'autres encore devaient s'asseoir un peu plus longtemps pour comprendre qu'elles avaient encore le droit de décider de leur propre vie. Daniel est resté assis là, sans interrompre, sans poser plus de questions, juste en regardant. Au moment où la pièce s'est vidée, le ciel avait changé de couleur. La lumière à l'extérieur de la porte s'était adoucie, se reflétant sur l'enseigne de la maison Porter accrochée à l'intérieur. Judith s'est levée, a rangé les papiers et s'est tournée vers son fils. Maintenant, parle. Daniel a ouvert la bouche, puis s'est arrêté un moment. Pour la première fois, il n'a pas parlé rapidement. Je ne suis pas sûr par où commencer. Alors ne commence pas par des explications, a dit Judith. Commence par comprendre. Il a baissé les yeux sur ses mains, puis a hoché la tête. Il n'y a pas eu d'étreinte, pas de grandes excuses, pas de fin bien nette, seulement un fils qui est resté assis là un peu plus longtemps que nécessaire, et une femme qui n'avait plus besoin de se lever pour prouver quoi que ce soit. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'ici. Si cette histoire a touché quelque chose en vous, même si ce n'est qu'une petite pensée sur la famille, le respect ou la façon dont nous traitons ceux qui ont marché à nos côtés toute une vie, veuillez prendre un peu de temps pour partager vos réflexions. Et si vous voulez entendre plus d'histoires comme celle-ci, n'oubliez pas de suivre la chaîne. On se retrouve dans la prochaine histoire.